carrière ont été enregistrés et vous pourrez effectivement récupérer le lien du replay. Alors, quelques jours après, ça ne fera pas tout de suite, mais le temps que ça s'enregistre, qu'on fasse un petit peu le montage. Donc, on mettra le lien en ligne sur le site à la date du jour, à la date de l'atelier. Et puis, de toute façon, j'enverrai aussi un email à tous les inscrits pour qu'ils puissent récupérer le lien du replay. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il ne me reste plus qu'à me présenter. J'ai vu dans la liste que j'en connaissais certains, en tout cas pour celles et ceux que je ne connais pas. Encore une fois, bienvenue. Je m'appelle Brigitte Maïssa, je suis directrice adjointe de l'association EDEC Alumni. Je suis basée sur le campus de Nice. Néanmoins, vous pouvez me contacter sur le site EDEC Alumni. Vous avez les adresses mail de toute l'équipe. Donc, n'hésitez surtout pas à me contacter. Avec moi ce soir et depuis le mois de juin maintenant, mai maintenant, Christophe Bindaillan, qui est un de nos consultants phares, qui travaille pour le Career Center également Alumni, qui propose aussi ses services d'entretien de rendez-vous carrière. Sachez que si effectivement vous avez besoin d'aller un petit peu plus loin sur votre projet professionnel, vous avez la possibilité de demander un entretien carrière qui est gratuit. Donc, c'est un entretien individuel avec un consultant. Donc, c'est gratuit, c'est pendant 1 heure en fait. Et vous pouvez effectivement rencontrer un consultant sur les sites de Lille, de Nice, de Paris, de Londres, de Singapour. Et si vous êtes effectivement à l'international, ce sera via Skype. Le contact pour avoir accès à ce service conseil carrière, c'est Sylvia Marichalar. Tout est indiqué sur le site EDEC Alumni dans la rubrique carrière. Donc, je vous invite aussi à découvrir cette partie carrière du site parce qu'il y a énormément d'informations qui peuvent vous aider en termes de pilotage de projets professionnels. Voilà, je crois que j'ai tout dit, Christophe, et maintenant, je suis ravie de te laisser la parole. Bien, merci à toutes et tous de nous retrouver à ce rendez-vous, ce 3e rendez-vous des cycles carrière. Donc, on va aborder, comme l'a dit Brigitte, l'entretien de recrutement en focalisant en particulier sur une partie qui est assez problématique parfois pour les cadres confirmés ou les gens qui sont souvent en cours de carrière, c'est la partie négociation des conditions d'embauche et de rupture du contrat de travail. Donc, ma présentation... Voilà, je vais me présenter. Je m'appelle Christophe Bindaillan, comme l'a dit Brigitte. Je suis accessoirement un BBA EDEC Promo 97 et après des fonctions RH en entreprise, j'ai créé un cabinet de conseil en recrutement et ressources humaines et donc j'anime, grâce à Brigitte, les conseils carrière auprès des EDEC Alumni. Alors, le sommaire, en fait, comme l'a dit Brigitte, c'est une partie pour un reminder, on va dire, sur le mix marketing emploi, qui est une démarche méthodologique qui, une fois intégrée, vous servira, j'ai envie de vous dire, tout au long de votre carrière. On focalisera sur la préparation de l'argumentaire de vente et du ciblage de la candidature par rapport à une offre d'emploi. Et on finalisera sur les 2 dernières parties, donc les négociations d'embauche et les conditions de rupture. Donc, pour commencer sur la partie entretien, donc l'entretien, comme vous le savez, se situe en aval du processus de recrutement, donc suite à l'envoi de votre candidature qui théoriquement est censée être ciblée par rapport à une offre d'emploi. Je veux inscrire cette démarche en fait de recherche d'emploi dans ce que j'appelle le mix marketing emploi. Parce que pour faire simple, en clair, quand l'entreprise, le DRH ou le dirigeant souhaite recruter, il crée autour de son offre d'emploi un véritable mix finalement lié à son offre, donc lié à son poste. Et donc, on se retrouve très rapidement dans une démarche où le candidat lui aussi doit mettre en face de ce mix marketing de l'offre un mix marketing candidat. Et donc là, je fais appel à vos souvenirs d'école finalement, puisqu'on est dans cette méthodologie des 4 P's telles qu'on les avait appris, mais dans une démarche un peu différente, puisque là, on doit s'appréhender soi-même en tant que candidat comme étant une offre. Donc, on parle bien d'offre de collaboration quand on envoie une candidature. Et donc, cette candidature doit être érigée autour des 4 politiques que l'on retrouve dans les 4 P's que l'on avait appris, à savoir, on doit bien traiter de sa politique de produit qui correspond finalement à la candidature, donc être très au clair par rapport aux compétences, au parcours que l'on a à proposer, aux diplômes que l'on possède. Donc ça, c'est ce qui constituera votre politique finalement de l'offre, votre politique produit. Également, d'avoir une vision relativement claire
en fonction du profil que vous avez sur votre politique de prix, donc la partie price, de manière à être dans vos prétentions au juste prix en fonction de votre niveau de confirmation et en fonction de votre métier. Donc, bien jauger ce prix psychologique ou prix d'acceptabilité, comme on disait dans le jargon proprement marketing. Ensuite, vous allez, au travers de la publicité qui finalement est le CV et la lettre de motivation, donc dans la partie promotion, être amené donc à devoir monter sur mesure finalement cette offre de collaboration pour qu'elle soit le reflet communicant, on va dire, de tout ce parcours, de vos compétences, donc ciblage, CV, lettre, et enfin la méthode par laquelle vous allez, entre guillemets, distribuer, donc assurer l'aspect place de votre candidature, va se retrouver au travers des différents canaux de communication, de médias, en mode push ou en mode pull que vous allez utiliser pour pouvoir diffuser finalement votre candidature sur une offre donnée. Donc, pour faire simple, l'harmonisation de ces 4 politiques, product, price, promotion, place, à partir du moment où vous considérez vous-même comme un produit qui se propose sur un marché client de l'emploi et que vous savez harmoniser ces 4 P's, théoriquement, crée les conditions d'obtention de l'entretien. C'est ça l'idée, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce schéma. Donc, l'entretien individuel, gardons en tête quand même que si on se place du côté de l'entreprise, le recruteur a plusieurs choses à évaluer. Et donc, c'est important de savoir ce qu'il évalue parce que finalement, quand vous préparez votre entretien de recrutement, il faut déjà avoir plus ou moins anticipé les parties auxquelles le recruteur s'astreint pour pouvoir évaluer si votre profil match par rapport à son cahier des charges. Et ensuite, trouver les arguments qui vont avec et qu'on verra dans la partie d'après. Donc, il évalue quoi? Il évalue d'abord que votre profil complet, votre offre, match par rapport à un cahier des charges précis de son poste, cahier des charges constitué par des missions principales, secondaires et des critères de profil. Ensuite, il va évaluer si votre profil correspond à la culture de l'entreprise ou à la culture sectorielle aussi de la structure. Et pour ce faire, c'est vrai qu'il va vouloir plus ou moins évaluer plutôt des éléments de personnalité pour envisager une bonne intégration au sein de l'équipe, au sein du secteur et au sein des codes, je dirais, de l'entreprise. Ensuite, pour évaluer cette personnalité, il va, dans l'entretien, passer un petit moment à poser des questions-réponses pour pouvoir l'évaluer, cette personnalité, par rapport justement à des axes comment dire, de qualité professionnelle que vous possédez et des défauts ou axes d'amélioration sur lesquels il est obligé d'avoir quand même une vision. Donc, évaluer la personnalité, comprendre ce qui est le fil rouge qui fait que vous avez candidaté, donc comprendre votre motivation, et enfin, à compétences égales par rapport à d'autres candidats qui sont en lice, pouvoir identifier là où les plus produits, c'est-à-dire là où les valeurs ajoutées que vous avez, vous, à proposer et que les autres n'ont pas. En règle générale, on observe que l'entretien de recrutement doit être constitué à 50% d'échanges entre le recruté et le recruteur. Donc, j'ai envie de dire que suivant les entretiens, il faut veiller à ce que si vous tombez sur un recruteur qui ne parle pas beaucoup, que vous puissiez aussi poser des questions, l'inviter à partager pour que l'échange et le lien se créent entre eux, et pour rester dans cette norme des 50-50. Donc, on discerne 7 parties sur l'entretien. Alors, un entretien peut être très variant suivant qu'il est mené par un RH qui aura plutôt la trame que je vous indique là, qui suivra plus ou moins cette trame-là. Mais dès qu'on est sur un manager opérationnel qui fait l'entretien, les différentes parties, donc des 7 étapes, peuvent, je dirais, bouger d'une étape à l'autre et ne pas être forcément dans le sens chronologique que je liste au niveau du slide que vous voyez. Donc, normalement, l'entretien commence par une présentation du recruteur, donc de sa fonction, parfois de son entreprise, et très rapidement, il demande au candidat de se présenter synthétiquement et en particulier, tout de suite en début de rendez-vous, de donner les motifs qui ont déclenché votre acte de candidature sur le poste donné.
Donc, ça signifie quoi? Ça veut dire qu'en entretien, il faut être capable d'avoir préparé au moins 3 arguments coup de poing qui soient synthétiques et qui permettent très rapidement de montrer au recruteur les raisons claires qui font que vous avez posé la candidature. Donc, ça peut être par exemple de dire je postule à ce poste-là tout simplement d'une part parce que j'ai déjà occupé cette fonction par ailleurs dans mon parcours pendant plusieurs années. Ça peut être un argument. Le deuxième argument, ça peut être votre secteur d'activité ne m'est pas inconnu puisque j'ai une expérience sectorielle dessus acquise pendant 3 ans. Et troisième point, ça peut être de dire votre groupe a une notoriété relativement importante, ce qui fait que, ayant un profil plutôt grand groupe, je pense pouvoir m'intégrer facilement dans ce type d'organisation. J'ai précisément mis en priorité l'intérêt, la motivation pour le poste d'abord, puis pour le secteur, puis pour la taille ou la renommée de l'entreprise, parce que c'est l'ordre dans lequel vous êtes censé le dire. On ne peut pas rentrer dans une boîte uniquement pour la notoriété de l'entreprise. Le premier objectif, c'est d'abord une motivation pour le poste et ensuite, éventuellement, pour les produits-services, le secteur d'activité et la notoriété de la boîte plutôt en dernier. Je déconseille de faire l'inverse. Ensuite, on passe en deuxième partie sur un exercice qui n'est pas toujours simple, parce qu'il est très simple. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On entend du bruit, c'est pour ça. Il y a quelqu'un qui n'est pas muté. C'est pas chez moi. Alors, c'est pas chez toi, Christophe, c'est pas chez moi non plus. Donc, si vous voulez bien, s'il vous plaît, coupez les micros pour que tout le monde puisse bien entendre. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, cette deuxième partie est assez synthétique puisqu'en fait, l'entreprise va vous demander de narrer votre parcours professionnel en allant en mode anti-chronologique. Donc, vous allez devoir effectivement partir de vos diplômes académiques et progressivement remonter des expériences les plus anciennes aux expériences les plus récentes. Et tout ça, finalement, dans un délai qui doit être très court parce que sinon, le recruteur risque de décrocher. Et donc, il ne faut pas tomber dans le piège d'une narration trop analytique. Donc, en 8 minutes, il faut être capable, en fait, d'avoir raconté sa vie dans une méthode que moi, je conseille, à savoir que pour chaque expérience professionnelle, vous devez être en mesure de dire, voilà, je suis rentré dans telle entreprise, j'occupais telle fonction, j'avais 3 missions principales, la première, la deuxième, la troisième. Et au cours de cette expérience, j'ai atteint 2 grands résultats significatifs. Et là, vous donnez des résultats, soit quantitatifs qui sont plutôt chiffrés du coup, soit qualitatifs, en tout cas, et ou qualitatifs, si vous avez implémenté des nouveaux outils, créé des nouvelles procédures, géré un projet de A à Z. L'important, c'est d'avoir cette démarche de dire, voilà, j'étais dans telle boîte, sur telle fonction, j'ai eu 3 missions principales qui étaient grand 1, grand 2, grand 3. Au bout du délai des 3 ans que j'ai passé dans ces structures, j'ai atteint 2 résultats très significatifs et vous les listez. Vient la suite de ça pour assurer la transition qui est de parler du motif de départ parce que de toute façon, le recruteur risque de vous poser la question de qu'est-ce qui a motivé la fin de l'expérience professionnelle. Donc, à vous de bien formuler le motif de départ. Évitez, je dirais, de dire de manière trop brusque ou trop cassante « j'ai donné ma démission pour partir chez la concurrence ». C'est pas tout à fait pareil que de dire la concurrence m'a fait une proposition qui était assez alléchante parce qu'elle me permettait d'évoluer, raison pour laquelle j'ai accepté de rejoindre ce nouvel employeur. Vous voyez que je n'utilise pas à proprement parler la thématique démission et la thématique rupture au sens large d'ailleurs, à part si le recruteur vous demande de préciser si vous avez été licencié ou si vous avez donné votre démission. Si vous pouvez le formuler de telle sorte à ne pas de laisser paraître ou induire que vous êtes parti ou que l'on s'est séparé de vous, c'est pas pareil que de dire j'ai donné ma dème ou j'ai été licencié. Ça, c'est une formulation, donc c'est vraiment un petit travail qu'il faut quand même avoir préparé quand même en avance, de manière à ce que vous puissiez le dérouler en 8 minutes. Ensuite, alors, la troisième partie, c'est qu'effectivement, là, la main est reprise par le recruteur qui, théoriquement, est censé parler du poste, du cahier des charges, de l'entreprise. Donc, à vous d'écouter attentivement cette partie-là. Et ensuite, en quatrième partie, un échange secret entre questions-réponses où l'entreprise va vous poser des questions beaucoup plus précises
pour justement voir la passerelle qui existe entre son cahier des charges justement et la réalité de vos compétences et qualités professionnelles. Donc, c'est là qu'il aborde notamment les questions de personnalité. Et donc là, effectivement, il faut faire attention parce qu'il y a des questions sur la personnalité qui peuvent paraître comme des questions pièges. Et donc, il faut avoir quand même bien préparé ses réponses quant à ses atouts et quant à ses faiblesses, parce que c'est là qu'on risque de vous poser des questions. Donc, la 5e partie est plus dédiée à nouveau à la motivation comme sur la première. Donc, on va vous demander d'approfondir à nouveau ou de reformuler, de resignifier cette motivation qui fait que vous vous êtes positionné pour le poste. Et viendra une question assez banale finalement qui revient à chaque fois, c'est la notion des questions de valeur ajoutée de type pourquoi devrions-nous vous embaucher vous et pas un ou une autre, ou quelle est votre plus-value à compétences égales entre les candidats pour ce poste. Voilà, donc ça c'est vraiment voilà, une clé de tri qu'il faut pouvoir donner de manière très claire. Alors il peut y en avoir plusieurs de type, d'une part j'habite pas très loin du lieu de travail, ça peut être une plus-value. Deuxièmement, ça peut être avec moi, vu que je maîtrise le poste, que je l'ai occupé pendant plusieurs années, je pense très honnêtement que vous ne vous tromperez pas dans votre décision d'embauche si votre choix s'oriente vers moi. Donc, vous voyez, on est quand même dans de la formulation, mais disons que la plus-value, c'est vraiment un élément sur lequel il faut avoir préparé. Ensuite, vient les éléments plus logistiques, enfin plus logistiques et financiers finalement, puisque là vient la question de quel est votre niveau de prétention, souvent accompagné d'ailleurs de quel était votre dernier salaire dans votre employeur précédent, de manière à ce que le recruteur puisse mesurer le gap finalement que vous cherchez à avoir entre le dernier salaire et le nouveau salaire. Donc attention, c'est un peu piège aussi. Ça aussi, c'est une stratégie, donc on va en parler un peu après sur la partie finalement salariale, mais bon, la prétention, la mobilité, la disponibilité, si vous avez un préavis parce que vous êtes en poste ou que vous êtes disponible tout de suite, donc c'est à ce moment-là que ça vient. Donc il convient en fait de rassurer le recruteur sur le plan salarial que vous êtes en phase avec la grille de salaire qui est prévue par l'entreprise. Ça lui enlève un stress plutôt que vous lui disiez « oui, moi je suis plutôt sur un salaire un petit peu au-dessus par rapport à votre grille ». Ça crée un écart, on va y revenir dessus, mais là c'est vraiment une partie sur laquelle il faut faire très attention. Et enfin, l'entretien se conclut en 7e partie. Soit l'entreprise conclut elle-même, soit elle vous demande de conclure en lui posant des questions annexes que vous auriez par rapport au poste. Et moi, je conseille là, par contre, si vous concluez l'entretien, de proposer de manière assez formulée au recruteur de vous donner en live un petit peu un feedback de ce qu'il a pensé de votre présentation pendant cet entretien. Cette partie est aussi le moment où vous pouvez très bien demander la suite du process de recrutement parce qu'il peut y avoir plusieurs entretiens à la suite ou des tests ou que sais-je. Donc, en demandant au recruteur quelle est la suite de la procédure, est-ce qu'il y aura un autre entretien, dans quel délai, ça vous permet, vous, d'avoir une visibilité sur le planning de ce recrutement. L'argumentaire de vente, comme je disais, fait partie de l'entretien. Donc forcément, on est obligé de faire très très attention et à être très synthétique sur ce que l'on a à dire, parce que en fait, les arguments que l'on a à énoncer doivent être, je dirais, parfaitement en phase avec les critères de l'annonce. Donc, ça veut dire que pour chaque annonce à laquelle vous postulez, vous devez être en capacité d'avoir un minimum de 5 grands arguments qui sont incontestablement en phase avec le cahier des charges du poste. Donc, en théorie, ce travail est fait à l'occasion de la candidature elle-même, en particulier sur l'exercice de la lettre de motivation, parce que la lettre de motivation n'est pas simplement une annexe au CV qui accompagne le CV, c'est additionnellement un outil d'aide au prémâchage de votre CV. Et je le dis très clairement, c'est du prémâchage de CV. Ça veut dire que ce n'est pas redondant au CV, mais c'est que dans la lettre et dans l'entretien, dans ces deux exercices, l'un est écrit puisque la lettre est écrite, mais l'oral, c'est l'entretien, on doit retrouver les arguments incontestables qui font que le recruteur coche ses cases en vert sur chaque critère de son poste. Donc en clair, il faut prendre les critères de la mission,
prendre les critères du profil. Il peut y avoir 10 critères et en face, vous devez être en capacité d'avoir une réponse à donner qui permette de rassurer le recruteur. Pour l'illustrer, j'ai fait un petit tableau, c'est assez basique, mais ça vous donne bien le côté, la demande, c'est le cahier des charges, le profil, les arguments que vous avez donnés, c'est votre offre. On est dans cette logique offre-demande. Plus on repère qu'il y a 10 critères dans l'offre, dans la demande de l'entreprise, à vous de faire en sorte qu'il y ait une réponse sur les 10 critères. Donc, s'il est demandé, par exemple, dans le cahier des charges du poste, 5 ans d'expérience dans une fonction similaire, c'est à vous de démontrer par votre expérience, par votre parcours, par des exemples, que vous possédez bel et bien les 5 ans d'expérience exigés dans la fonction. Pour les jeunes diplômés première expérience, vous pouvez utiliser aussi des expériences de stage ou de contrat d'apprentissage pour illustrer cette partie. Vous pouvez très bien avoir que 3 années d'expérience sous CDI et un cumul de 2 ans en tant qu'alternance. En cumul, vous avez une réponse à apporter au recruteur. Je possède les 5 ans. Voilà. Sur le critère, par exemple, connaissance du secteur d'activité ou du marché ou des produits ou du service, là encore, l'idéal, c'est de pouvoir apporter une réponse comme quoi vous possédez une maîtrise du produit ou du service ou du secteur d'activité parce que c'est un critère qui est exigé dans l'offre. Donc, si vous ne possédez pas l'expérience sectorielle ou du produit ou des services, à vous de créer un argument qui peut être d'ailleurs extra-professionnel. Je ne sais pas si vous postulez par exemple dans le secteur du bâtiment, mais que dans votre parcours, vous n'avez aucune expérience dans ce secteur du bâtiment, vous pouvez très bien imaginer ou envisager un argumentaire qui serait de dire « je n'ai pas une expérience de terrain dans le secteur purement du bâtiment, cela étant, j'ai une passion pour ce secteur-là, je bricole, je connais les négoces, je sais les matériaux de construction, je sais lire un plan, bref, vous pouvez tirer de votre expérience extra-professionnelle ou de vos passions ou de vos vocations une connaissance qui n'apparaîtrait pas dans le CV, mais qui pourrait apparaître là pour le coup dans l'entretien pour colmater le manque d'expérience que vous possédez vraiment dans votre carrière dans ce secteur-là. Donc, à vous de réfléchir au contre-argument par rapport à un critère qui est demandé. Le bac plus 4-5 école de commerce, bon ben, à vous d'expliciter qu'effectivement vous possédez ce niveau-là. L'anglais requis, pareil, étayez votre pratique courante de l'anglais, soit parce que vous avez passé un TOEIC ou que vous avez passé du temps à l'étranger. Bref, il faut sortir quelques arguments qui permettent de rassurer le recruteur que votre anglais est courant. Et enfin, on arrive au critère salaire aussi, entre autres, qui en est un, poste à 45 € brut. Donc ça, si par exemple l'annonce indique le salaire avec un mini et un maxi, effectivement, à vous de conforter le recruteur dans le fait que votre niveau de prétention se situe bel et bien dans la grille qui a été diffusée. Évidemment, viendra le moment du bonus, le fameux bonus sur la valeur ajoutée que je vous conseille de mettre vraiment en plus produit, puisqu'on est dans cette démarche de marketing. Donc, c'est si vous m'embauchez, vous gagnez en plus quelque part un collaborateur qui possédera telle ou telle qualité prépondérante pour le poste, une disponibilité sans faille, une motivation hors du commun, une implication ou une mobilité totalement internationale. Bref, à vous d'évaluer qu'est-ce qui est de l'ordre de la plus-value pour le poste donné. Le dernier slide sur l'entretien, je l'ai voulu un petit peu sur la motivation, parce qu'effectivement, en termes d'argumentation, les gens ne savent pas trop faire la différence entre un argument qui tient la route en termes de motivation et un argument qui ne tient pas la route. En clair, pour faire assez simple, vous avez le slide de toute façon, mais une motivation forte, c'est d'abord quelqu'un ou quelqu'une qui est en capacité de dire que le poste auquel vous postulez s'inscrit parfaitement dans la continuité de votre projet professionnel ou de votre objectif métier. Il faut que la motivation soit toujours argumentée par des éléments factuels. Si vous êtes que sur une motivation du genre « ce poste m'intéresse énormément, je sens vraiment que je vais pouvoir être bien dans ce poste »,
on est dans le cri du cœur, on est dans quelque chose de l'ordre de l'émotionnel ou de l'affectif. Ça n'est pas synonyme aux yeux d'un recruteur d'une vraie motivation. Il va se baser sur des éléments plutôt factuels pour jauger que cette motivation est forte. Donc, il faut être convaincant, il faut avoir des arguments tangibles, factuels, qui démontrent que voilà, la motivation, par exemple, sera optimale dans la mesure où votre offre correspond en consolidé au fruit de toutes les expériences que j'ai vécues et matérialisera quelque part, entre guillemets, un petit peu mon rêve professionnel. À partir du moment où vous arrivez à signifier cela en y mettant aussi un certain dynamisme et un certain enthousiasme, parce que le paraverbal joue aussi, ça devient assez convaincant. L'employeur a aussi envie d'entendre des choses et par exemple le fait de dire que quand vous souhaitez ce poste-là, vous êtes prêt à mettre votre projet de vie en second plan par rapport au projet professionnel, c'est un argument qui est très convaincant et qui est très sexy quelque part, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que les gens veulent un équilibre vie pro, vie perso, et donc celui ou celle qui prendrait l'initiative de donner comme plus-value, justement, comme valeur ajoutée, de dire, écoutez, moi, si je rentre sur votre offre, je ne veux pas dire que c'est l'armée du salut, mais pas loin, je suis prêt à me surimpliquer et à vous démontrer que le projet de vie, c'est important, mais moi, mon ambition, c'est vraiment de vous démontrer par mon implication, mon temps de travail, que mon projet de vie est un petit peu secondaire par rapport à mon projet pro. L'employeur adore ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, pensez-y, il y a des petites astuces. La motivation, en tout cas, gardez en tête qu'elle doit être vraiment l'équilibre entre l'offre et la demande de manière hyper rationnelle, hyper statistique. Elle est l'aboutissement de votre projet professionnel, la matérialisation de votre ambition, donc cette offre en l'occurrence. Et voilà ce que j'avais à dire à peu près sur l'entretien. Donc, Brigitte, si tu veux poser s'il y a des questions, on peut y répondre un petit peu là-dessus. Sinon, je passe directement sur les conditions d'embauche et de rupture. Non, Christophe, je n'ai pas de questions dans le chat. Donc, alors, je le rappelle, hein, n'hésitez pas à poser vos questions pour que l'on puisse y répondre. Un cas pratique, une expérience que vous avez vécue, n'hésitez pas, on est là pour ça, on est là pour vous aider. Donc, n'hésitez pas via le chat. Écoute, je pense que tu peux continuer. On reviendra peut-être à la fin de la session si tu as des questions sur cette partie-là. D'accord. Si tu veux bien, si tu n'es pas trop fatigué, tu as le droit d'aller boire un verre d'eau. Hein, Oui, de temps en temps. Mais ça va, j'ai encore un peu de salive, alors ça va. Donc, les conditions d'embauche, c'est vrai que c'est un thème qui revient souvent dans les conseils carrière individuels. Donc, encore une fois, on est sur, comme je le disais, suite à la méthode du mix market, on est dans la politique prix en réalité. Donc, et cette politique prix doit être élaborée en fonction de la loi de l'offre et de la demande pour créer des conditions, j'allais dire de vente, mais sauf que ce n'est pas un contrat commercial, c'est un contrat de travail. Donc, comment évaluer son prix d'acceptabilité au prix psychologique? D'abord, la négociation est beaucoup plus aisée, et ça, je pense qu'il y a pas mal d'alumni anciens qui ont une expérience pro et qui se rendent compte que quand l'approche de chasse est faite vis-à-vis d'eux, eh ben, il est toujours beaucoup plus facile d'exprimer finalement son niveau de prétention parce qu'on n'a rien demandé et que c'est le recruteur finalement qui fait le pas vers vous. Donc, dans ce cas-là, effectivement, quelque part, la négociation, votre prix, je ne dis pas qu'il sera votre, mais quand c'est le RH ou le cabinet de recrutement ou le recruteur de l'entreprise qui fait la démarche de vous chasser, quelque part, de vous approcher, c'est vrai que là, la négociation, elle peut aller à la hausse pour vous. Par contre, dès que la demande est initiée plutôt par le candidat, c'est-à-dire si c'est vous qui postulez à une offre, effectivement, là, on est dans un processus normal de recrutement et donc l'employeur va jouer le jeu de la concurrence pour avoir finalement le meilleur ratio qualité de profil par rapport aux critères au vu du niveau de budget qu'il a.
Donc, à savoir un budget qui est établi par rapport à un mini et un maxi en général, par fonction. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la rareté d'un profil est toujours finalement une plus-value parce qu'elle vous donne un argument des négociations qui est beaucoup plus fort. Et donc, il faut être attentif à la conjoncture et à l'évolution de votre métier ou de votre fonction parce qu'il y a des périodes où il y a des pénuries de profils et d'autres où il y a saturation du marché parce qu'il y a trop de profils. Les profils les plus pénuriques, je le dis souvent, c'est plutôt des profils, admettons, de comptabilité, parce qu'effectivement, la plupart des comptables deviennent des contrôleurs de gestion, voire des DAF, et j'ai envie de dire que souvent, moi j'ai eu des recrutements, puisque je suis chasseur de tête quand même, de comptables où je vois que c'est un peu le parent pauvre de la finance finalement, hein, le comptable. Donc, on a les mêmes phénomènes au niveau des ressources humaines pour les postes de gestionnaires paye et sociaux ou responsables administratifs du personnel qui sont orientés paye, donc chiffres, et où on voit beaucoup de profils RRH, DRH, recruteurs, responsables formation, mais finalement sur les parties chiffrées, on n'en voit pas beaucoup. Bon bref, donc tout ça veut dire qu'en fait, vous pouvez vous situer sur une typologie de métier qui peut faire l'objet d'une pénurie, entre guillemets, ou pas. Donc, quand c'est pénurique, que vous avez un profil pénurique, vous avez des bonnes chances de pouvoir négocier les bonnes conditions d'embauche qui sont les vôtres. Il n'y a pas tellement d'efforts à faire en termes de négociation parce qu'il y a pénurie, donc la pénurie se paye et donc à un moment donné, on paye le prix. Par contre, quand on est dans des métiers un peu plus, alors c'est pas péjoratif, mais standard ou généraliste, c'est-à-dire des métiers plutôt tertiaires, je pourrais mettre par exemple les postes d'assistant de direction ou d'office manager. Je peux mettre aussi les métiers liés à tout ce qui est finalement support, hein, que ce soit un peu achat, un peu admin, un peu administration des ventes, un peu gestion commerciale, tous ces métiers-là où quand on passe des annonces, finalement, il y a déjà un gros volume de CV. Eh bien, arrive un moment donné, quand il y a beaucoup de candidatures, phénomène de l'offre et de la demande, forcément, les niveaux de salaire ont une tendance à la déflation pour une fonction donnée. Donc, la rareté, ben voilà, devient un luxe et se paye très cher. Et les profils qui n'ont pas d'expertise sectorielle ou pas où le métier n'est pas pénurique, ben, ceux-là vont galérer un petit peu plus pour arriver à avoir un niveau de salaire parce que effectivement il y a de la concurrence un petit peu pour une offre donnée. Donc il est conseillé là pour le coup, quand on est dans ce cas de figure, de savoir être compétitif sur le plan salarial et de ne pas oublier que dans un recrutement on n'est pas seul. Il y a de la concurrence et l'employeur cherche toujours la meilleure qualité au meilleur prix et il peut se le permettre dans ce cas de figure là. Donc sur la stratégie de prix négociation, ce qu'il faut d'abord, c'est être au clair par rapport à votre stratégie de prix et il faut aussi être en capacité de prioriser vos objectifs par rapport au poste à pourvoir, mais aussi à votre situation de carrière, mais aussi par rapport au contexte dans lequel on peut se situer, que l'on soit en croissance ou en crise. Il faut en clair savoir, il y a 3 typologies d'objectifs premiers à avoir. À voir d'ailleurs dans quel cas de figure vous vous situez. Soit vous voulez décrocher un poste à n'importe quel prix, même si vous êtes prêt à vous dévaluer dans vos prétentions salariales, c'est trouver un emploi qui est le premier critère. Et donc là, vous vous retrouvez dans une stratégie qu'on pourrait appeler de pénétration de marché. Je reprends encore des termes marketing, mais il y a quand même une logique, une transférabilité entre tout ça. C'est qu'on est dans une stratégie finalement discount où on va proposer un niveau de salaire en dessous de la concurrence pour être sûr de passer et obtenir le poste. Ça, c'est une stratégie. Mais ça peut être, à moindre baisse, la stratégie d'alignement qui consiste simplement à être au même niveau de prétention que l'on peut l'imaginer pour les concurrents. Donc là, effectivement, ça nécessite de benchmarker sur les niveaux de salaire, sur une fonction donnée, à un instant T0, dans une région précise. Bref, il faut paramétrer tout ça pour voir si, je ne sais pas, si vous êtes contrôleur de gestion en région parisienne, ce n'est pas pareil que contrôleur de gestion au fin fond du Creusot. Donc, le prix ne va
pas être le même et le niveau de salaire non plus. Donc, il faut aussi benchmarker pour être dans ce prix d'alignement. La deuxième option, c'est décrocher le poste donc c'est mettre la priorité, je dirais, sur le poste qui est totalement en phase avec votre recherche, mais avec la condition qu'il doit être au bon niveau de salaire souhaité. Donc, en fait, là, pour le coup, il y a deux critères. C'est non seulement je veux le poste qui correspond pile poil à mes savoir-faire et au poste que j'ai occupé, mais en plus, je le veux au bon niveau de salaire. Et donc là, on est dans une stratégie à prix différencié modulé, c'est-à-dire une médiane entre vos prétentions et le budget prévu par l'employeur. Donc là, c'est plus, je dirais, il y a une ouverture à la négociation, c'est-à-dire que vous trouvez le bon poste, mais vous êtes prêt à peut-être faire un pas légèrement en arrière ou légèrement en avant, donc on est dans un truc médian. Et le troisième, c'est décrocher un poste quel qu'il soit, au niveau de salaire que vous souhaitez et rien d'autre. Ce qui veut dire que c'est le critère salaire qui est premier. C'est plus le critère du poste, c'est le critère salaire. Et là, on est vraiment dans la stratégie d'écrémage par le prix. Et souvent, dans les conseils carrières, on se retrouve avec, et je le comprends humainement, des cadres qui disent « Bon, ben moi, j'étais à 60K €, je ne peux pas baisser à moins parce que j'ai 2 enfants, j'ai le prêt de la bagnole, j'ai la maison, j'ai tout ça. » Alors, les critères sont de projet de vie sont là et je peux les entendre. Ce que je veux dire par là, c'est que il est clair que plus vous rentrez dans les cordes du budget de la boîte, et ce budget n'est pas forcément le niveau de prétention que vous escomptez, et plus vous vous donnez les moyens de décrocher le poste. Si par contre, c'est le prix à moins de 60K €, je ne travaille pas, et bien que vous êtes prêt à en assumer les conséquences, c'est-à-dire créer finalement le risque de créer un trou dans votre CV, le temps de trouver la bonne offre au bon salaire providentiel, entre-temps, votre CV, lui, il y a un trou qui se crée. Et il faudra argumenter à un moment donné en entretien sur ce trou. Donc voilà, c'est pour ça que je vous sensibilise autour de cette histoire d'objectif premier en termes de prix. C'est voilà, est-ce que je veux le poste d'abord, mais le salaire, je verrai après. Je suis prêt à me brader, entre guillemets. Ou je trouve le bon poste, donc je suis prêt à faire un petit effort quand même un peu à la baisse. Ou alors, le poste, finalement, je m'en fous. L'important, c'est d'avoir le niveau de salaire que je veux. Voilà. Une fois qu'on est au clair par rapport à ça, on peut passer à la suite sur la formulation de l'attente salariale parce que la négociation ne se fait pas dans un discours rigide dans l'entretien. Il ne faut pas être fermé et il faut savoir vraiment jauger les mots que vous utilisez. L'expression de l'attente doit être formulée avec modération et souplesse. Si vous êtes trop push, moi je veux tant, ça passe pas. Et ça peut déclencher tout simplement un blocage et on peut se dire bon c'est trop conditionnel, on va pas pouvoir négocier avec cette personne, donc mieux vaut la mettre dans la négative. L'employeur, ne l'oubliez pas, même en entretien, même s'il a besoin de recruter, il aime sentir, depuis toujours c'est comme ça, il aime sentir que c'est lui qui décide. Donc c'est en fait à vous finalement de rentrer un peu dans ce jeu-là, de lui laisser la main tout en lui exprimant avec souplesse vers quelle typologie de niveau de salaire vous voulez aller pour que ça crée le dialogue, ça crée l'échange et ça crée la négo. La négociation salariale, elle intervient généralement en deuxième entretien. Elle peut être abordée en premier, mais de manière très très light pour avoir une idée de prix. Et donc, vous avez deux cas de figure. Soit les conditions qu'on vous propose, énoncées dans l'annonce, correspondent à votre prétention salariale, soit vous allez vouloir négocier, malgré la connaissance de la grille, sur une fourchette au-dessus. Donc, si vous souhaitez négocier au-delà, parce que c'est effectivement encore une question qui vient souvent, il faut d'abord que vous soyez objectivement certain de correspondre à 100% aux critères du cahier des charges du poste. Sinon, la négociation risque d'échouer. Donc, il y a trois stratégies que je peux conseiller, qui sont des petites astuces. La première, ce serait donc d'exprimer la prétention salariale en accompagnant l'expression de cette prétention salariale par la notion de retour sur investissement, qui permettrait de justifier finalement l'écart budgétaire entre ce que le recruteur peut donner et
le retour sur investissement finalement que vous allez lui apporter. À titre d'exemple, vous pouvez très bien dire une chose qui est par exemple, je l'ai mis dans le truc, mais je vous coûte 60 000 € de salaire à l'année en moyenne, mais je vais vous en rapporter au travers de l'atteinte des objectifs auxquels je vais être assigné 200 000. Bon, alors là, donc quelque part, je vais vous générer de la marge par rapport à mon coût salarial. Quand vous avez cette capacité à pouvoir lui parler finalement financièrement de ce que vous coûtez, mais de ce que vous allez lui rapporter ou de ce que vous allez lui faire économiser, et ça marche bien pour les fonctions achats par exemple, ça marche bien pour les fonctions RH, tous les prud'hommes que je vais vous faire économiser, c'est de la marge que je vous fais gagner. Tout le cost killing que je fais en achat en limitant les costs des fournisseurs, c'est de la marge. Donc, ne vous fixez pas sur le niveau de salaire que je vous coûte, mais pensez plutôt à l'argent que je vais vous faire économiser. Donc là, c'est un argument qui est généralement, qui permet de montrer que vous n'êtes pas qu'un coût, mais vous êtes un générateur de marge. Donc, première stratégie. Deuxième stratégie, c'est de répartir le risque entre les deux parties pour se situer dans quelque chose de médian. On matérialise ça sous forme de salaire en cascade. Exemple, si la fourchette elle est de 50 000 € maximum et que votre prétention est à 55 ou même 60, c'est de dire écoutez, moi je veux bien rentrer dans votre grille pour ne pas mettre le feu par rapport aux autres collaborateurs et par rapport à votre politique salariale. Donc, je suis motivé pour le poste, donc je veux bien prendre 50 000 €. Cela dit, j'aimerais bien avoir un gentleman agreement ou un engagement de votre part, comme quoi, si je rentre parfaitement dans le poste et que j'atteins les niveaux de qualité ou de résultats que vous escomptez, si votre choix s'oriente vers moi, qu'on puisse d'ici une année revoir cette rémunération au niveau de ma prétention, ne serait-ce que pour que je puisse retrouver le salaire que j'avais dans mon dernier poste. Donc, je fais un pari vers vous, vous en faites un vers moi, et on essaye de rapprocher nos possibilités pour rendre la collaboration possible. Et si en plus vous arrivez à négocier qu'ils puissent l'acter dans le contrat, cette augmentation à 12 mois, ça serait l'idéal. Que faire quand un employeur vous propose un salaire par contre en dessous de vos prétentions? On arrive à la troisième stratégie. Eh bien, dans ce cas-là, à part mettre en avant votre potentiel évolutif pour convaincre l'employeur du bien fondé de votre prétention salariale, il n'y a pas d'autre chose à faire. Mais pour cela, il faut vous engager à réussir à 100% la mission du poste en vendant la qualité de vos compétences, de votre cursus académique ou continu d'ailleurs, en valorisant vos expériences opérationnelles, vos expertises, vos résultats surtout, et en montrant également votre potentiel d'évolution pour qu'il parie sur vous, comme un investisseur finalement le ferait sur un placement financier. On est très vite ramené un petit peu à cette logique dans la négociation et aussi montrer que vous avez la niaque, comme on dit, c'est un peu has-been, mais ça marche encore. Les employeurs, ils aiment quand même voir une personne qui est enjouée, qui a de l'émotion, qui sait montrer potentiellement qu'elle est enthousiaste à décrocher le poste et à y réussir dessus. Voilà pour la partie conditions d'embauche, négociation. Est-ce que je continue sur la rupture du contrat de travail, Brigitte? Alors, non, j'ai une petite question. Je ne sais pas si tu as, enfin, Jean-Michel, il va peut-être me le dire, si tu as répondu dans la stratégie numéro 3. Cependant, je t'entends pas bien, Brigitte. Tu m'entends là? Oui, ça y est, là je t'entends. Oui, je disais que peut-être tu as répondu à la question numéro 3. Néanmoins, je vais quand même poser la question de Jean-Michel qui dit, cela dit, on entend aussi souvent qu'il ne faut pas se brader. Comment est perçu un candidat qui se discount? Est-il crédible? Et dans quelles limites? Ça a haché. Il ne faut pas se brader, j'ai entendu, mais je n'ai pas entendu la suite. Comment est perçu un candidat qui se discount?
Est-il crédible et dans quelles limites? Alors, est-il crédible? Ben, quand on est, alors ça dépend du poste, évidemment, c'est très variant, mais c'est vrai qu'il est déconseillé de se brader, mais quand on sait que sur une fonction lambda, et si le contexte est un contexte, par exemple, de crise, alors je rajoute deux composantes. Là, en ce moment, on est en Covid, les entreprises regardent à leurs coûts salariaux. Si vous proposez un salaire en deçà de ce que vous aviez avant, et que vous dites à l'employeur que vous êtes prêt à faire un effort financier à la baisse pour qu'il puisse vous recruter vous, alors oui, vous vous bradez, mais en même temps, vous créez les conditions qu'il puisse collaborer avec vous plutôt qu'avec un autre concurrent. Donc, la braderie, qui est un mot assez vulgaire finalement, c'est pas le mot. C'est que dans un moment comme nous vivons en ce moment, où il y a suivant les fonctions, parfois plus de candidats que d'offres, donc on revient encore à cette notion d'offre de demande, le fait de réfléchir à un budget de salaire qui soit moins conséquent que ce que l'on aurait demandé dans une période normale ou de croissance, au contraire, si vous en avez la possibilité, je trouve que c'est plutôt astucieux pour évincer la concurrence. Donc, est-ce que c'est choquant pour l'employeur? Peut-être pas. Peut-être pas. Du moment que vous exprimez que c'est d'abord un choix budgétaire pour permettre la relation, pour permettre la collaboration, il faut l'inscrire dans quelque chose qui permet de passer du rêve à la réalité au niveau de la collaboration. Pas dire simplement oui, je me brade, j'ai des compétences depuis 10 ans, mais en fait, je me brade. Non. Je ne sais pas si je réponds bien à la question, en fait. On a un petit peu le temps. Après, il y a la rupture de contrat. Si Jean-Michel veut, est-ce que Jean-Michel, vous êtes satisfait de la réponse? Oui, apparemment. OK. C'était la seule question que j'avais sur cette partie-là, Christophe. Donc, si tu veux, on peut peut-être continuer. Il est 17h51 pour la partie rupture de contrat. Et puis, si tu termines un petit peu avant, dans ce cas-là, continuez à poser vos questions par le chat, mais vous pourrez peut-être vous exprimer jusqu'à 18h, 18h05 sur la partie rupture de contrat et sur d'autres points si vous avez envie de réagir. Voilà. Alors, de toute façon, la rupture de contrat, on a fait le choix, vu qu'on a 1 heure, de faire un focus sur la rupture amiable au travers de la procédure de rupture conventionnelle et sur la rupture pour motif économique parce que c'est ce que l'on rencontre en ce moment le plus. Enfin, ça peut être les cas de figure sur lesquels vous êtes les plus intéressés au vu du contexte Covid. Donc, la procédure de rupture conventionnelle, c'est celle qui est quand même la plus recommandée, hein, ne serait-ce que parce que quand on fait une rupture conventionnelle, il y a aucun fautif, hein. Les deux parties ont conjointement discuté au travers de plusieurs rendez-vous pour pouvoir à un moment donné se séparer et quelque part aussi négocier les choses. Donc, en gros, la rupture conventionnelle, c'est un processus qui dure 2 mois. Tout simplement parce que, à la suite de différents rendez-vous d'échanges sur les modalités de rupture, ça aboutit à une notification à un entretien qui est fait entre le salarié donc et l'employeur. Et à cette occasion-là, une convention finalement de rupture va être conçue et qui reprend les éléments de rupture. Donc les éléments de rupture, c'est l'indemnité conventionnelle qui sera due quoi qu'il en soit, même si ça avait été un licenciement, elle aurait été due. Donc on l'acte dans le protocole et ça peut être si la demande de rupture est faite par l'entreprise face au salarié, ça peut être l'occasion de voir si une transaction peut être possible. Si c'est le salarié qui demande la rupture conventionnelle, l'employeur lui n'acceptera pas de négociation de transaction. Hein. Faut être clair. Hein. C'est vraiment quand l'entreprise vous lance la perche pour rompre que vous pouvez peut-être avoir un argument pour lui dire d'accord, je suis d'accord dans le processus de rupture, mais au-delà de l'indemnité conventionnelle qui m'est due, je souhaiterais savoir combien vous me proposez aussi pour que ça s'arrête en bonne intelligence. Donc,
on peut utiliser, si ça vient de l'employeur, la rupture conventionnelle comme un élément qui vous permet aussi de négocier un petit bonus dans le solde de tout compte qui vous sera versé à la fin. Alors, la procédure, une fois que la convention est montée, vous laisse 15 jours pour vous rétracter par rapport aux conditions de rupture qui vont être élaborées avec l'employeur en entretien. Si les 15 jours calendaires sont dépassés, ça vaut acceptation. Et à partir de là, donc, l'employeur va envoyer à la direction du travail, donc à la directe, l'approbation, puisqu'on doit avoir l'accord de la directe pour pouvoir se séparer. Et donc, la directe va prendre 15 jours ouvrables, c'est-à-dire 3 semaines en réalité, pour valider de la rupture. Donc, en fait, elle ne notifie pas par écrit. Si au bout de 3 semaines, elle n'a rien écrit, ça vaut consentement. Et à partir de là, donc, le contrat de travail est rompu. L'avantage, bien sûr, de ce mode de rupture, c'est que finalement, comme je disais, il n'y en a pas un qui subit la rupture de l'autre, donc tout le monde est bien au clair. De deux, vous êtes indemnisé par Pôle emploi, donc pas de changement par rapport à vos droits, donc par rapport à la CEDIC. Et puis en même temps, par rapport à la vérification de référence pour le prochain employeur, eh bien, vous pouvez très bien négocier dans le cadre de la rupture une lettre de référence que pourrait éditer l'employeur si vous vous mettez d'accord, de manière à ne pas avoir un préjudice si on demande une vérification de référence, l'employeur il est dans votre poche, j'ai envie de dire. Hein. Donc dès lors qu'on se met d'accord quand même sur une rupture conventionnelle, on est en paix, on va dire, avec son employeur. Donc ça, c'est sur la rupture conventionnelle. Pour la partie licenciement éco, dans le droit du travail, on a 4 motifs de recours à ce motif de licenciement. On a un, la cessation d'activité. Donc, si en particulier donc, elle est définitive, si vraiment voilà, on met la clé sous la porte, donc cessation d'activité, c'est le motif numéro 1 généralement. Là en ce moment avec le Covid, c'est beaucoup les difficultés économiques qui sont invoquées, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires, la perte de marge, donc c'est plutôt la perte de part de marché, etc. Donc on déclenche des licenciements économiques sur ce motif. Et l'autre motif qui est très utilisé, c'est la mutation technologique, parce qu'effectivement, on se rend compte que le télétravail et les changements d'organisation et les évolutions technologiques aussi, grâce au IT et tout ça, donc la mise en place de ce télétravail avec tous les outils qui va avec, peuvent être un motif de transformation finalement de l'entreprise, et donc des salariés peuvent se retrouver un petit peu sur le carreau et on va invoquer ce licenciement économique pour s'en séparer. Et enfin, la réorganisation de l'entreprise. Donc, ces 4 motifs sont souvent mêlés. Hein. Quand une entreprise lance un PSE, un plan de sauvegarde de l'emploi, elle étaye très très bien 3 à 4 de ces motifs en les chiffrant de manière à ce que ce soit validé par les comités d'entreprise extraordinaires, donc en lien avec les partenaires sociaux. Donc, moi, je me suis un peu focalisé plutôt sur les indemnisations parce que, bon, on est sur la partie un peu financière et salaire. Donc, les indemnisations qui sont proposées dans le cadre du licenciement éco, qu'ils soient d'ailleurs individuels ou collectifs, sont proposées et négociées généralement par la direction en négociation avec les partenaires sociaux, donc les membres du CE, les délégués du personnel ou les représentants du personnel. Et bon, elles sont édictées par le Code du travail et la convention collective. Donc, quelque part, les salariés qui subissent ce type de licenciement n'ont rien à négocier parce que, au pire, c'est les partenaires sociaux qui vont négocier les conditions de départ à leur place. Et donc, dans les avantages, il y aura l'indemnité conventionnelle qui est due, puisque c'est un licenciement subi. Donc, ça, tous les salariés ont droit à ça. Il peut y avoir l'indemnité de compensatrice de préavis. Il peut y avoir souvent négocié, si c'est un licenciement sec, des transactions, donc un chèque en gros qui vient se greffer à tout ça. L'indemnisation forcément de Pôle emploi, puisque c'est un licenciement via l'acceptation du congé de sécurisation professionnelle qui finalement permet aux gens qui vont s'inscrire à Pôle emploi d'avoir un maintien de leur salaire à quasiment, je crois, 90% si mes souvenirs sont bons, pendant 12 mois.
Donc, ça veut dire qu'on n'est pas dans quelque chose de sec où d'un coup d'un seul, on perd son boulot et on n'est pas du tout indemnisé. Donc, ça, c'est quand même une garantie. Et au mieux, dans les boîtes qui sont très grosses, l'employeur, en lien avec les partenaires sociaux, peut financer ce qu'on appelle un outplacement, c'est-à-dire un dispositif d'accompagnement dans lequel vous avez à la fois le maintien du niveau de salaire pendant tout le temps de présence dans ce dispositif. Donc, le dispositif, s'il est négocié sur 12 mois, eh bien, c'est pendant 12 mois que vous pouvez avoir un maintien de salaire à 90%, par exemple, associé à un consultant qui vous suit, un bilan de compétences, des ateliers en technique de recherche d'emploi. Donc, pour vous permettre très rapidement de rebondir dans cette période donc, de congé de reclassement finalement financé par l'entreprise au travers d'un outplacement. Et donc, vous obtenez aussi, lors de ce licenciement, le maintien de la couverture santé et prévoyance, la priorité de rembauchage dans l'entreprise qui vous licencie, parce que si elle se transforme et qu'elle crée des nouveaux postes, elle a l'obligation de vous les proposer en premier. Ça, c'est obligatoire. Et enfin, la portabilité du compte personnel de formation. Voilà, en gros, les avantages du licenciement économique, si on peut parler d'avantages, puisque malgré tout, on parle de la perte d'un emploi. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour du programme. J'ai pile poil dans le timing, 18 heures pile poil. Tant mieux. Donc, c'est bien. Alors, je n'ai pas véritablement de questions, mais juste des précisions. Une à apporter à Agnès, parce que je crois qu'il y a eu peut-être mésentente. Elle dit… où est-elle, Agnès? Oui. J'entends. Est-ce que tu m'entends bien? Christophe, est-ce que tu m'entends? Moi, je t'entends très, très bien. Donc, Agnès qui dit « J'entends dire qu'actuellement, les entreprises continuent à chercher, mais les candidats sont frileux, c'est-à-dire ne veulent pas trop bouger. » Vous dites l'inverse. Donc, on est bien, Agnès, dans le cas où vous êtes en recherche d'emploi, en fait. Christophe a répondu à cette question-là. Tu n'as pas vraiment répondu dans le cas où, effectivement, les personnes sont en poste et ont envie de rebondir. C'est vrai que dans ce cas-là, ils sont peut-être plus en position d'attente, en fait. Ben oui, mais encore une fois, il faut dire dans quel métier on se situe, parce que des gens frileux qui ont peur de perdre leur emploi, moi en ce moment par exemple, je reçois énormément de candidatures du monde touristique, du monde événementiel ou du monde même de la grande distribution, c'est-à-dire j'ai des profils de chez Leclerc, alors que j'ai pas de poste là-dedans, de chez Auchan, on est dans l'alimentaire, donc des managers en général qui postulent, et bon, ils sont frileux parce qu'ils peuvent perdre leur emploi, donc c'est sûr, mais là, ça dépend des secteurs. Là, on est vraiment sur des secteurs qui sont en transformation. Voilà. En tout cas, pour la grande distribution, elle est en train de se poser la question si elle ne peut pas faire plus de chiffres par la télévente qu'en ayant des surfaces de vente avec beaucoup de staff dessus. Hein. C'est ça qui se passe chez Auchan en ce moment, hein, quelque part. Hein. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça dépend. La question reste un peu vague quand même. C'est concernant ce que dit Agnès. Je ne sais pas trop par où la prendre, parce que je ne sais pas quel métier elle a, enfin quel profil elle a plutôt. Quel profil elle a, et peut-être que je peux mieux lui répondre si elle précise un petit peu plus, si elle parle d'elle ou si elle parle de manière générale. Enfin, Agnès, si vous voulez bien mettre votre micro et peut-être préciser. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfait. Ouais. Bonjour Agnès. Alors, c'était pas une question. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Christophe. C'était plus une remarque généraliste. Moi, aujourd'hui, je suis en poste et par contre, je suis en veille. Mais le message était plus sur des feedbacks. Moi, je suis en Allemagne, donc les messages que j'avais, c'était sur du general management, donc du niveau direction de filiale et un peu du franco-allemand. Et sur ce message, les échanges que j'ai pu avoir avec des recruteurs étaient qu'ils avaient plus actuellement des difficultés à trouver des profils, qu'en fait l'activité de recrutement était en berne chez eux, mais plus du fait que les profils sont frileux d'un changement parce que la situation est en effet un petit peu angoissante pour tous et donc s'accrochent à un job qui peut-être serait à changer, mais qui aujourd'hui convient très bien. Et en fait, ce que vous disiez, c'était vraiment très radical à l'inverse. C'est-à-dire que vous étiez vraiment en train de dire c'est la crise absolue.
Alors, bien sûr, c'est sûr que si vous parlez des secteurs que vous venez de citer, je peux concevoir qu'il y ait une grosse pénurie de jobs. Mais voilà, je vous demandais juste si c'est pas la crise absolue. C'est une crise sur certains secteurs. Mais moi, je vais vous dire, comme le recruteur, le gars, enfin le cabinet dont vous parlez, moi, j'ai des jobs à pourvoir en ce moment. Je n'ai pas de candidat. Voilà, c'était pour ça que je vous demandais, oui. Est-ce que mon information était vraiment unique ou est-ce que quand même vous partagiez un petit peu aussi Alors, des feedbacks comme ça? Je partage, mais je rajoute simplement une chose, c'est que là où on ne trouve pas de candidats parce qu'ils sont frileux, c'est souvent des profils pénuriques. Oui, d'accord. Voilà. Donc ça, on revient sur ma présentation. Je disais qu'effectivement, quand les profils qu'on demande doivent avoir une certaine expertise, certaines qualités linguistiques, on demande d'un trilinguisme, un quadrilinguisme, un certain nombre d'années d'expérience dans certains secteurs d'activité sur certaines expertises métiers. Moi, je vous prends l'exemple que j'ai en ce moment. Moi, on me demande un responsable maritime pour le Qatar. Ah, donc, c'est magnifique. Donc, quelqu'un qui doit être capitaine avec un certain diplôme, qui doit minimum parler l'anglais, l'arabe et le français, sinon c'est pas possible, et qui a 10 ans d'expérience en secteur oil and gas. Voilà. Et ben, comme ça, et ben, je passe ma nuit sur LinkedIn pour en trouver. Et ils sont tous en poste. Et effectivement, ils ne veulent pas bouger. Voilà. D'accord, ok. Non, donc là, vous voyez, on est dans le cas, le truc de l'autre monde, sur des jobs plus EDEC, c'est-à-dire marketing, finance, compta, banque, achat, enfin, on est généraliste à l'EDEC, donc il y a plein de métiers, les cadres viennent de plein de... On peut partir dans tout un tas de métiers selon le parcours que l'on a. Il y a des fonctions, par exemple, chez les juristes, même qui ont fait l'EDEC, enfin, il y a des doubles cursus avocats et écoles de commerce avec des masters en dernière année, bref, des équivalences, etc., des avocats fiscalistes, il y a toujours eu pénurie, il y en a encore aujourd'hui, mais il y en avait avant le Covid. Donc, et on est toujours encore sur des métiers toujours très, très spécifiques. J'ai parlé des comptables tout à l'heure, mais si j'ai un poste, admettons, demain de contrôleur de gestion à pourvoir, je suis certain d'avoir 200 CV si je passe une annonce à l'APEC. Par contre, si je cherche quelqu'un qui est responsable consolidation et qui a une spécificité conso sur un logiciel de conso Hyperion ou que sais-je, là d'un coup, plus il y a des critères, plus ça commence à filtrer et moins il y a de CV. Et plus vous pouvez négocier cher, mais plus les gens sont frileux. Donc, voilà, c'est l'offre et la demande. Et c'est pour ça que c'est compliqué de faire des grandes généralités. Je ne dis pas, il y a des secteurs en ce moment dans le IT, on cherche des profils IT, des profils digitaux, des profils marketing, des profils développeurs. Je le vois, e-community management, tout ce qui va être lié à du téléconseil, télévente, télémaintenance, téléservice, tout ce qui est, voilà, et toutes ces boîtes, ces startups qui développent des applis et tout, elles ont besoin de profils d'encadrement. Et bien, dans le IT, il y avait pénurie avant le Covid, il n'y en aura pas, il y a encore pénurie après. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien identifier. C'est pas noir partout, loin de là, parce qu'on voit que le taux de chômage, bon, il est important, mais il s'est quand même réduit à partir du mois de juin. J'en ai parlé dans l'atelier 1. Sur mai, juin, juillet, les chômeurs de catégorie A ont quand même baissé, en incluant août d'ailleurs. Bon, après, il y a du chômage, mais c'est sur des postes qui sont souvent des postes de terrain, c'est pas forcément dans des postes de cadre. Je comprends. Pas forcément. Vous voyez, donc voilà. Il faut être bien en benchmark. Je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités aussi qui sont à saisir en phase de crise, ainsi que je le disais dans un atelier précédent, et qu'il faut être encore plus en veille parce que, à mon avis, on va avoir des opportunités sur LinkedIn, des posts qui passent, des boîtes qui se remasterisent. Enfin, il faut vraiment être à l'écoute. Moi, je ne suis pas négatif sur la période. Christophe, pardon, excuse-moi, je vais te couper parce qu'il y a encore des questions qui sont arrivées sur le chat. Donc, comme l'heure tourne un petit peu. Et voilà, donc Agnès, j'espère qu'on a répondu à votre question, à vos attentes. C'était…
Bon, ok. Alors, écoute, là, des questions autour de… Donc, arrivant, il y a des conversations qui sont… Ok, super. Merci Agnès. Autour de la rupture conventionnelle, avec une question qu'a posée Clément. Et donc là, effectivement, il y a d'autres alumni qui répondent. Mais qui dit beaucoup de personnes n'arrivent pas à obtenir de rupture conventionnelle et la relation entre l'employeur et le salarié devient très tendue à l'évocation de cette demande par le salarié. La situation a souvent tendance à s'envenimer jusqu'à ce que l'employé démissionne. Il perd donc les droits au chômage. Est-il donc possible de renoncer aux indemnités pour motiver l'employeur à accepter la rupture? C'est vrai que l'employeur… Jean-Marc dit non. Les indemnités sont une dispo légale qui s'impose, donc pas de marge. Oui. Donc, du coup, Clément dit, ouais, mais dans ce cas, qu'est-ce que je peux faire, quoi? Mais à partir du moment où votre employeur ne souhaite pas intégrer une rupture conventionnelle, c'est que forcément, il veut vous pousser à la démission et à assumer vos responsabilités tout seul. Tout simplement parce qu'il vous tient grief, d'une part, d'être l'initiateur de la rupture. Et comme je disais tout à l'heure, l'employeur, sur l'aspect financier, il aime toujours avoir la main, que ce soit à l'embauche ou que ce soit à la rupture. Et quelque part, oui, vous en tient rigueur. Donc, quelque part, il peut vous acculer comme ça à devoir donner votre démission pour voilà. Donc, effectivement, ça envenime forcément l'ambiance. Il faut essayer de générer au moins des entretiens avec votre employeur. Hein, je ne sais pas qui c'est, si c'est le N+1, si c'est le RH, etc. Pour le convaincre du bien fondé de cette rupture. Et si vraiment il ne veut pas, eh bien, à ce moment-là, moi, alors je vois toujours le côté que vous êtes en poste, hein, malgré tout, donc je ne vais pas vous dire donnez votre DEM au risque de ne pas être indemnisé et d'avoir un trou dans le CV. Donc, faites-vous un peu violence en restant en poste, mais passez en mode veille ultra active pour vite partir ailleurs, vite postuler, de manière à très rapidement signer au moins une promesse d'embauche dans un autre employeur et donner votre démission sereinement. Moi, je ne peux vous dire que ça, parce que si je vous dis donnez votre démission, vous n'avez plus de revenus, on est quand même en phase de crise Covid. Moi, il m'apparaît que l'essentiel, c'est d'avoir un poste dans la période, ne serait-ce que parce que, au titre perso, peut-être que vous avez des enfants, une femme, un loyer, machin. Donc, moi, je vois tout de suite la dimension économique dans un moment où la conjoncture, elle n'est pas non plus en pleine croissance. Donc, prendre des risques en ce moment, donc rongez votre frein de mon point de vue comme vous pouvez, mettez en place du recul maximal pour rester en poste et si vous ne convainquez pas votre employeur de rompre avec vous, eh bien, postulez à mort ailleurs pour être sûr de trouver un job. De toute façon, vous trouverez beaucoup plus facilement un job en étant en poste qu'en étant en recherche d'emploi. Donc, pour moi, tout converge vers le fait de ronger votre frein et d'aller voir ailleurs si votre employeur est bloqué sur la rupture conventionnelle. Voilà ce que je ferais. Voilà ce que je conseille. Après, je peux comprendre qu'au quotidien, ça soit compliqué de supporter une ambiance malsaine parce que l'employeur vous génère ça. Mais au pire, hein, vous êtes en période malsaine, foutez-vous en maladie. Alors, j'allais te dire que c'est Jean-Marc qui a répondu ça à Clément en disant le salarié s'est mis en arrêt maladie, on l'a laissé de 9 mois d'absence, comme nous autorisait la convention collective, pas top non plus, on a payé au final. Mais bon, là, il faut qu'il y ait des accords avec la convention collective parce que pas toutes les entreprises, elles sont assujetties à des conventions collectives ou tu vois, quand c'est des PME, c'est peut-être plus compliqué. Oui. Ah, non. 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 Donc, il y a toujours une réglementation là-dessus. Toutes les PME ont une convention collective. Hein. Il n'y a pas une entreprise en France qui n'est pas affiliée à une convention collective. Hein. Alors, là, toutes les entreprises, il y a le droit du travail et vient s'incrémenter une adaptation du droit du travail via les conventions collectives des branches. Donc, à partir du moment où une entreprise elle a un code APE ou code NAF, elle est tout de suite affiliée dès sa création à une convention collective. Donc là-dessus, il y a des lois. Mais qu'est-ce que je voulais dire De toute façon, si tu démissionnes,
Jean-Marc dit, il y a aussi la démission pour motif de rupture, mais là, de toute façon, le salarié n'a droit à rien non plus, quoi, en fait. Alors, il y a des cas où il peut malgré tout avoir droit dans l'ADEME, dans la démission. Mais il faudrait peut-être appeler Pôle emploi quand même pour être sûr sur les motifs de DEM qui peuvent donner lieu à indemnisation. Parce qu'ils sont spécifiques. Il n'y en a pas 36, mais il y en a quand même. Il y en a quand même. Moi, ce que je ferais, je me mettrais en maladie pour faire ma recherche d'emploi. Et si la maladie, elle est longue, à un moment donné, l'entreprise, elle licencie pour nécessité de remplacement. D'accord, je vous remercie. En fait, je ne suis pas dans ce cas de figure, mais je me posais la question parce qu'en fait, je vois beaucoup de personnes, mais c'est surtout des jobs pas très qualifiés qui se retrouvent dans ce cas de figure. Et souvent, même très souvent, les entreprises n'acceptent pas. Voilà. Donc, je voulais avoir votre avis, mais merci, c'était clair. Merci beaucoup. De rien, Clément. Alors, peut-être une dernière question. Donc, c'est Aurélie. Bonjour, quels conseils pratiques donneriez-vous pour des entretiens en visio? Oui. Des entretiens visio, voilà. Okay. Si tu as des conseils, allez. Quelle best practice? Très vite fait. Entretien visio, il faut distinguer la phase d'avant-entretien où là, il faut vraiment préparer le lieu, calme, assez neutre. La présentation, comme si vous étiez en entretien physique, donc ça veut dire que les garçons, si on peut être en cravate, enfin bon, on est bien présenté. On regarde bien dans la caméra et pas en dessous ni à côté. On prépare ses post-it si on a peur d'avoir des anti-sèches ou des choses et son CV à portée de main dans le champ qui est hors cadre de la caméra. Et on s'arrange pour que personne ne vienne vous embêter dans le lieu. Donc, le mari, la femme, les enfants, bon, voilà. Quand on a ça, pendant l'entretien, la plus grosse difficulté, c'est arriver à faire passer j'allais dire, de l'humanité, enfin du lien, en fait, du liant dans le fait d'être au travers d'un outil qui est le PC, quoi. Comme si on avait une personne en face de nous. C'est ça la difficulté. Donc, c'est clair qu'il faut être dans l'émotion, il faut que l'interlocuteur ressente ce que vous voulez lui faire passer au niveau de la communication. Donc, il ne faut pas être statique, monocorde, prostré. Il faut quand même être dans un rôle d'animation quand même. Au niveau de l'entretien, des réponses, il faut regarder vraiment la caméra. C'est pas facile de regarder la caméra. On est tenté de regarder ailleurs en fait. Et ensuite, il faut bien faire gaffe aussi, si c'est un Skype par exemple, que si vous avez un profil Skype et que vous avez mis une photo sur votre profil Skype, vous êtes comme ça, non. Il faut que le Skype, s'il est pro, il faut qu'il y ait une belle photo sur le compte Skype. Vous devez faire attention quand même qu'il n'y ait pas un pseudo un peu bizarre, etc. Et enfin, à la fin, quand l'entretien se termine, que vous dites merci à votre interlocuteur, vérifiez bien que la caméra est bien débranchée, le son avec, pour pas qu'il y ait des voix off ou des commentaires off que vous disiez alors que le son sera encore en live. Donc voilà, la plus grosse difficulté de l'entretien visio, c'est vraiment faire passer de l'humanité alors que vous n'avez personne en face de vous et qu'il faut se fixer sur une caméra. C'est ça la plus grosse complication. Voilà, pour les petites astuces. Une dernière question qui vient de tomber sur le chat et puis après on va clôturer la session. Donc sur la première partie, les coulisses de l'entretien, c'est alors JS, pardon, à ce prénom, je ne sais pas. Il m'est arrivé de tomber sur des recruteurs qui prenaient 75-80% du temps de parole et donc plus difficile de faire la différence. Comment gérer ça, hein? Comment couper le sifflet d'un recruteur qui… Ouais, c'est vrai que ça arrive, hein. Alors, ça arrive, et puis vous avez aussi des recruteurs qui ne parlent pas du tout, ils parlent 5% pendant l'entretien, et ils vous regardent pendant 1 heure comme ça. Bon, alors, là, donc, si le recruteur parle beaucoup et parle de lui, ne parle pas du poste, etc., c'est vrai que c'est très déstabilisant, parce qu'en réalité, il est tourné vers lui, il n'est pas tellement tourné vers vous. Alors, en général, ça, c'est les recruteurs qui n'en sont pas. Ça peut être, c'est des managers opérationnels qui ne savent pas. Alors, non, pardon, Christophe, je te coupe parce que dans la question, c'était même des recruteurs, même RH. Hein, donc, apparemment, l'expérience
Ah ben ouais, alors là… C'est un RH, oui. Bon. Donc là, quand c'est un RH, c'est un peu préoccupant en termes de méthodo, mais bon, pourquoi pas, j'en sais rien. En tout cas, bon, vous, ce que vous devez faire, en tout cas, c'est absolument en placer une à un moment donné. Donc, il va peut-être falloir faire preuve d'un peu de leadership avec souplesse s'il parle d'une traite pendant 30 minutes, très honnêtement, ça va être difficile de le couper dans son élan. Ça dépend, hein. Mais c'est vrai que c'est à vous d'essayer de lancer des perches pour pouvoir argumenter d'équipe. Par exemple, s'il parle d'un truc, nous, on est une entreprise dans tel secteur qui est un secteur extrêmement dynamique, etc. Vous pouvez dire, oui, donc à ce sujet, j'ai justement pu expérimenter ce secteur pendant 5 ans. Il va falloir au vol essayer d'intervenir pour l'amener à avoir un peu une écoute active. Parce que, voilà. Après, moi, je connais des candidats, ils laissent parler la personne pendant 30 minutes. Et quand la personne, elle n'a plus de salive, et ben à ce moment-là, eh bien, elle se présente en mode autonome, à moins que le recruteur commence à poser des questions à ce moment-là. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est compliqué de prendre le lead sur un entretien où on ne vous donne pas la main, en fait, hein. Voilà, mais ça arrive. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà, c'est à vous d'essayer d'inciter l'autre à vous laisser la parole. Donc, il faut trouver des moyens, des arguments, rebondir sur des arguments qu'il cite, en lui disant à ce sujet, quand vous aviez dit là que dans l'entreprise il y avait ci ou que la fonction était comme ça, il faut que vous arriviez à vous imposer à un moment donné. Voilà. JS, est-ce que la réponse vous convient? Merci, je te remercie. Bien. Mais donc, il n'y a plus de questions. Donc, écoutez, j'espère que cette petite présentation, ces petites best practices vous auront aidé. De toute façon, la séance a été enregistrée. Donc, laissez-nous le temps de nous retourner pour faire le petit montage. Et j'enverrai cette session enregistrée par mail à tous les inscrits de la séance. Prochain rendez-vous, Christophe, c'est mardi. Ce mardi 15 septembre. Et de quoi on va parler? Du coup, on va parler de… La stratégie de candidature spontanée, autant que je me souvienne. C'est ça. C'est pas le titre exact, mais c'est le marché. Le marché de l'emploi et la stratégie de candidature spontanée, ça va avoir lieu donc mardi 15 septembre. Si vous n'êtes pas inscrit, c'est encore ouvert, vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Et puis, eh bien, c'est terminé. Je vous souhaite une très belle soirée, un très, très bon week-end aussi. Et je vous dis à très vite. À très vite et bonne soirée. Merci à tous et toutes.